première conférence sur un sujet absolument passionnant et qui visiblement passionne. Sachez que nous avons pris un peu de temps parce qu'il y a à peu près autant de personnes qui n'ont pas pu rentrer dans la salle et qui sont donc installées en bas, à l'extérieur, dans la cafétéria et sur l'espace de la terrasse. Ils me voient probablement. Je les salue. Bonsoir à vous tous. Nous sommes absolument heureux de vous accueillir ici dans le cadre de cette conférence qui est aussi le résultat d'un partenariat avec l'école centrale de Casablanca. Partenariat autour des questions scientifiques. Et donc je vais tout de suite laisser la parole à Bruno Gilardoni, qui est professeur associé à l'école centrale, pour présenter notre invité. Merci à vous, je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici ce soir et de présenter ce partenariat entre l'école centrale de Casablanca et l'Institut culturel français ici. Donc, comme vous le savez, la science a révolutionné nos vies avec tous les objets qu'elle a rendus possibles, toutes les techniques, mais la science a aussi profondément changé notre vision du monde, à plusieurs reprises au cours des siècles qui viennent de s'écouler, et singulièrement au cours du XXe siècle, avec ce qu'on appelle les nouveaux paradigmes. En physique, ces nouveaux paradigmes sont essentiellement au nombre de deux, la relativité restreinte et générale, et la physique quantique. Et c'est justement de la physique quantique que nous allons parler ce soir, et nous avons l'immense honneur, la grande chance d'avoir ce soir avec nous Inès Safi, qui est polytechnicienne, chercheuse au CNRS, au laboratoire de physique des solides d'Orsay, l'université Paris-Saclay, professeur invité à l'école centrale de Casablanca, ici pour quelques jours, comme moi-même, pour donner des cours, des conférences et participer à des jurys d'examen à l'école centrale. Et donc Inès Safi travaille sur les systèmes mésoscopiques. Elle montre comment les lois de la physique quantique s'appliquent pas simplement à des atomes ou à des électrons individuellement, mais à des paquets d'atomes, à des collections d'électrons, et comment ces lois provoquent des comportements tout à fait spéciaux, tout à fait contre-intuitifs, tout à fait nouveaux à l'intérieur de la matière, avec l'espoir que ces études, ces travaux théoriques permettront de développer des applications concrètes en nanophysique, en nanotechnologie, grande révolution technologique, une des grandes révolutions technologiques qui s'annoncent dans les années qui viennent. Inès Safi a aussi une activité de recherche buissonnière, comme elle le dit, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse au dialogue des cultures et des civilisations, et dans ce cadre-là, au dialogue entre la culture et la science, et elle anime un blog, une page Facebook qui est très suivie, et je pense qu'une partie de l'affluence ce soir s'explique par sa popularité sur Facebook, à tel point qu'un journaliste du Monde l'a présentée comme la diplomate de l'islam, parce qu'elle présente une vision de l'islam et du féminin en islam, et du dialogue des cultures du point de vue musulman, qui est effectivement un motif d'espérance pour les années à venir, dans une période qui, par certains aspects, est un peu sombre, comme vous le savez. Donc nous allons maintenant écouter Inès, qui va nous parler du monde énigmatique de la physique quantique. Donc il y a une partie scientifique, mais il y a aussi une partie de réflexion philosophique, et je pense qu'à l'issue de l'exposé, nous aurons la chance de pouvoir poser à Inès Safi les questions les plus brûlantes sur la nature de la réalité et la nature de la connaissance. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous. Je voudrais vraiment vous remercier de tout cœur pour votre présence. Je m'adresse aussi à ceux qui sont malheureusement restés à l'extérieur. Merci vraiment, je suis très heureuse d'être ici ce soir. C'est toujours un plaisir et un bonheur pour moi de contribuer donc, à l'enseignement et de participer aux activités de l'école centrale. Et c'est la première fois donc, où j'interviens à l'Institut français, que je remercie aussi énormément pour être un lieu de confluence entre le nord et le sud, mais aussi pour intégrer avec vraiment succès, je trouve, justement, la science ou la culture scientifique
comme une partie intégrante de la culture générale. Merci aussi énormément Bruno pour cette introduction qui me facilite aussi la tâche pour le sujet général. Et donc je voudrais aussi dire qu'en fait c'est avec Bruno qu'on avait, et grâce à lui d'ailleurs, que je me suis lancée dans cette aventure depuis 2005 pour des réflexions philosophiques autour du dialogue de la science avec la culture et aussi des questions spirituelles éventuellement, que je vais essayer d'aborder à la fin. Alors, donc en général, quand on fait dans des exposés ou des travaux de vulgarisation, on essaie plutôt d'impressionner, de vous parler de tout ce que la science a réalisé de beau, de formidable, d'impressionnant. Donc je pars de l'hypothèse que vous êtes quand même au courant et que vous avez quand même tous les jours l'occasion de réaliser les conséquences des progrès scientifiques, pas toujours positifs par ailleurs, entre parenthèses. Mais aujourd'hui, ma démarche serait plutôt de vous parler du fait, plutôt des limites de la science dans un sens où, pas négatif, mais qui est remarquable parce que c'est la science elle-même qui émet ses propres limites. Et ce qui la rend, d'après moi, encore plus belle, en fait, elle énonce avec une certaine certitude ses propres incertitudes. Et donc, cette physique quantique, elle reste un siècle après complètement, finalement, mystérieuse. On ne la comprend toujours pas. Ce qui n'empêche pas, évidemment, qu'elle ait abouti à des applications formidables. En fait, pour commencer, le laser que j'ai là, on l'a élaboré grâce à la physique quantique. Vos téléphones, vos ordinateurs, vos télés, en fait, tout fonctionne grâce à la physique quantique. Et c'est grâce à elle qu'on comprend aussi pourquoi je suis là, que je ne m'effondre pas, parce que la stabilité, en fin de compte, de la matière, on la comprend grâce à des principes de la physique quantique, même si notre comportement reste régi par les lois de Newton. Alors, la question, en général, évidemment, la physique cherche à adresser, donc à comprendre ou à poser la question, répondre à la question qu'est-ce que le réel? Et dès qu'on parle de réel, évidemment, ce qui vous vient à l'esprit, c'est la physique, c'est la science moderne. Mais ce que je voudrais d'abord rappeler, avant de rentrer, de vous amener dans ce monde énigmatique de la physique quantique, j'aimerais rappeler que quand même cette question a traversé l'histoire de la pensée humaine, à partir même de l'Antiquité, même avant, en Inde, à Babylone, et qu'elle a été abordée de diverses façons, avec différents modes de connaissance qui ne sont pas nécessairement, qui ne se réduisent pas du tout à la méthode scientifique telle qu'on la définit maintenant, et que, d'autre part, en fait, la séparation entre philosophie, science, par exemple, est quelque chose d'assez moderne, qui remonte peut-être au XVIIIe siècle en Europe, mais ensuite, la séparation entre philosophie et spiritualité, en général, est aussi quelque chose d'assez moderne. Et en fait, tous ces champs de la connaissance se sont enrichis mutuellement, les frontières sont très poreuses, et même s'ils se sont tous fondés sur des modes de connaissance qu'on pourrait attribuer d'une façon, je dirais, plutôt simplifiée, l'observation, ça serait le fondement de la méthode scientifique, donc plutôt les expériences, pour le scientifique. Le raisonnement ou la dialectique, ça serait la philosophie. Et l'intuition ou l'inspiration serait propre à la démarche mystique. Mais en fait, ces trois éléments, ou ces trois modes de connaissance, sont tous intervenus dans ces trois types d'activités. Alors, je vais donc d'abord faire une sorte de parcours, mais rapide, parce qu'il ne s'agit pas du tout de faire une histoire de la pensée, ni de la science, mais ce qui est intéressant, c'est que cette porosité, en fait, il y a des idées qui ont été fécondes au sein de la science moderne et qui remontent en fait à des questionnements qui étaient de type métaphysique, au-delà de la physique, donc sur la recherche de ce que c'est que le réel, des fois avec grand R. Et parmi ces doctrines qui ont joué un rôle important, même si évidemment on ne les prend plus à la lettre, figure l'atomisme, c'est-à-dire imaginer que tout est formé en fait d'atomes. Atome, ça veut dire indivisible. Et ces atomes, dans l'Antiquité, en tout cas chez les Grecs, avec ces figures-là marquantes, mais il y en a d'autres, ces atomes en général sont indivisibles.
ils ne sont pas créés et ils sont en perpétuel mouvement. Vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont en fait des qualités divines, on va dire. Hein. Ils ne sont pas créés et ils sont éternels. Et l'intérêt d'avoir introduit les atomes, c'était de concilier l'être immutable, qui en fait n'est pas soumis à une mutation, avec la pluralité mouvante du réel. Et donc tout ce réel, en fait, provient d'un réarrangement, un arrangement des atomes et un réarrangement, etc. Et en général, l'atomisme est plutôt considéré comme un précurseur du matérialisme. Mais vous voyez que même le matérialisme, c'est-à-dire que, je parle ici d'un matérialisme philosophique, qui considère que le réel en fait est réduit à des entités matérielles qu'on peut tout à fait appréhender par nos sens, en soi, ça c'est une hypothèse métaphysique, on ne peut pas la démontrer. Et ça c'est encore une fois pour montrer que la séparation, déjà on la voit ici, entre ce qui est physique et métaphysique n'est pas du tout nette. Alors, ensuite, l'atomisme a été relégué au second plan parce que les philosophes les plus prestigieux de l'Antiquité, ce sont surtout Aristote, disons, qui est l'élève de Platon, et ils se sont opposés à l'atomisme qui ne correspondait absolument pas à leur principe, qui n'était pas en harmonie avec un principe supérieur. Et en particulier, il y avait cette idée de substance et d'accident qui apparaissait chez Aristote. Mais là, je voudrais encore insister qu'on ne peut pas non plus lire les doctrines et aller chercher à comprendre les pensées de ces philosophes d'une façon anachronique, c'est-à-dire qu'il y a un langage, une terminologie qui évolue autour de l'histoire. En fait, les mots ont une histoire et c'est très important d'en prendre compte quand on essaie de les comprendre. Donc ces mots peuvent évoluer, les mots même substance, au cours justement au cours de l'histoire de la pensée humaine. Et justement, l'atomisme a été oublié pendant quelques siècles, sauf qu'il a été en quelque sorte islamisé chez le Calem. Le Calem, en fait, c'est une doctrine, c'est une théologie rationnelle. On peut parler même de philosophie théologique, parce que Jean Jolivet, qui est spécialiste de l'époque médiévale, considère que la philosophie est née en fait 2 fois dans le monde arabo-musulman. Une première fois comme théologie, puis comme philosophie argumentée de nature aristotélicienne, donc influencée surtout par Aristote. Et c'est important parce qu'en fait la rationalité théologique était déjà là avant même la traduction des œuvres grecques. Évidemment, le Calem se trouve dans plusieurs doctrines qui se sont même opposées entre elles, confrontées. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces confrontations sont elles-mêmes source d'enrichissement puisqu'elles poussent chacun à affiner son argumentation. Et ce qui est intéressant chez les atomistes, c'est que du coup, avec l'infinité du vide, et ça on retrouve aussi chez certains atomistes grecs, il y a la possibilité qu'il y ait une pluralité de monde. Donc c'est quelque chose de complètement opposé à la vision d'un univers clos d'Aristote. Et au sein de l'islam, en fait, cette idée était intéressante de l'atomisme elle-même parce qu'elle était complètement en accord avec l'idée du tawhid ou de l'unicité, puisqu'il y a une sorte d'unité des origines, donc d'origine des atomes, à partir desquels tout évolue et tout est formé. Et donc cette source unique était complètement intégrée au sein aussi de la quête du tawhid. Et un autre point qui est complètement aussi je dirais en harmonie avec cette idée du tawhid, c'est que pour la plupart, en tout cas des atomistes du Calem, les atomes auraient une substance, un jawhar, le jawhar unique, selon le principe d'homogénéité des substances, et ce sont les accidents qui, en fait, créent les différences entre les atomes, mais ces accidents sont actualisés par l'intervention divine. Alors, encore à propos donc d'autres figures de l'atomisme, alors Razi encore qui dit explicitement que Dieu a la puissance infinie, a le pouvoir, al-qudra, de créer des milliers de mondes, alfi awalem, au-delà de ce monde. Et en fait, il parle des arguments des philosophes, en particulier Avicenne qui suit Aristote, pour affirmer que le monde est un. Et donc, il considère que leurs arguments sont faibles. Une autre figure très importante du Calem, c'est Al-Razali,
qui est considéré, qui était pris en, comme nous l'a dit d'ailleurs hier, dans rappelé Bruno dans sa conférence à l'ESCC, comme un philosophe en Europe, et qui fait partie de ceux qui ont influencé énormément la philosophie européenne, selon Christian Jambé, dont je vous recommande de lire le livre Philosophie islamique. Alors Al-Razali, lui, il montre la limite de la raison ou de la rationalité du sens. Ce sont encore des mots difficiles à vraiment définir à chaque fois. Donc il pense qu'ils ne sont pas capables d'expliquer le réel, et d'ailleurs il est assez empirique dans ses observations, et lui considère que la causalité, excusez-moi, il y a un L qui manque, est occasionnée par l'intervention constante de Dieu. Et c'est une forme de l'occasionalisme qu'on retrouve plus tard en Europe. Alors Atoussi, c'est une figure très très importante. En fait, c'est un scientifique remarquable qui était connu d'abord pour ses travaux de théologie, et donc qui était aussi atomiste, et qui a d'ailleurs, entre parenthèses, joué un rôle très important à travers son couple de Toussy. C'est un théorème qui n'était même pas connu par les Grecs et qu'on retrouve chez Copernic. Et cela, en fait, j'en profite pour ouvrir une parenthèse. On considère souvent qu'Al-Razali a été en fait porté un coup fatal à la science arabo-islamique. Mais en fait, là, Atoussi, il est l'une des figures de l'astronomie moderne, d'un âge d'or que Georges Saliba considère comme vraiment le vrai âge d'or, qui est post-Al-Razali, et qui était plutôt facilité, une astronomie moderne, qui a été facilitée par la critique d'Aristote, parce qu'on a réussi justement à la dépasser, à aller au-delà de ce monde fermé. Alors, maintenant, je rappelle ou j'informe qu'on doit ce qu'on appelle la méthode expérimentale surtout, mais la mathématisation aussi de la physique, on la doit entre autres à Ibn al-Haytham, même si c'est toujours difficile de dire qui était le premier, mais Ibn al-Haytham est considéré par exemple par Schramm comme c'est vraiment le véritable fondateur de la physique au sens moderne, donc on peut considérer comme le père de la physique, et Jabir ibn Hayyan, on considère aussi comme le père de la chimie, qui fut également un alchimiste. Donc vous voyez là aussi que on n'a absolument pas de séparation entre d'un côté des scientifiques et de l'autre des théologiens, et d'ailleurs Ibn al-Haytham a aussi écrit des ouvrages de théologie. Alors, le rôle d'Ibn al-Haytham a été aussi très important pour introduire une véritable révolution en ce qui concerne la lumière. En particulier, il lui a vraiment attribué une existence propre. En fait, qu'est-ce que le réel? Quand on parle de matière, on peut la toucher, on est convaincu de son existence, mais pour la lumière, ce n'est pas du tout évident qu'elle ait une existence. Hein. Et chez les Grecs, d'ailleurs, ce n'était pas le cas. Et propre. Et donc, il lui a donné vraiment le statut, on va dire, réel, d'une réalité. Et il est allé encore plus loin en lui attribuant une nature corpusculaire. En fait, il faisait ses expériences, entre autres avec la chambre noire qu'on lui doit, avec des billes. Et c'est ainsi qu'il pouvait expliquer les trajectoires rectilignes de la lumière, mais aussi la vitesse finie. Chose qui n'était absolument pas non plus évidente à l'époque. Et son ouvrage, il en a écrit plusieurs, l'optique Kitab al-Manabir, donc qui a été traduit en latin ici, est devenu la Bible à l'époque de Newton, et donc c'était le livre de référence pour l'optique. Et Newton, donc ça c'est un point important, adopte aussi la nature corpusculaire de la lumière. Alors, évidemment ici quand il parle des géants, on peut aussi penser à Galilée, mais je pense qu'il va aussi penser à Ibn al-Haytham à mon avis. Et donc ça c'est plutôt le livre d'optique d'ailleurs de Newton qui est aussi considéré comme une référence par la suite. Alors, donc la nature corpusculaire, ce qui est intéressant, c'est que durant l'histoire de la science, elle était en compétition, mais constante, avec une autre nature, qui vous paraît peut-être plus naturelle d'ailleurs, ce qui est la nature ondulatoire. Et en fait, il y a encore un scientifique, mais il y en a encore d'autres, qui est aussi un scientifique post-Al-Razali, qui est allé encore plus loin qu'Ibn al-Haytham, puisqu'il a fait un commentaire du livre d'optique d'Ibn al-Haytham. Et d'ailleurs, il est donc l'étudiant, l'élève de Qutb-Din Shirazi, qui est une grande sommité, en particulier en astronomie. Et il a réussi bien mieux que Ibn al-Haytham à expliquer l'arc-en-ciel. Et ça, c'est parce qu'il a fait une expérience de diffraction, de décomposition de la lumière sur en fait une sphère en verre remplie d'eau pour essayer de simuler une goutte d'eau, ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il reproduit, vraiment on est dans l'esprit de la physique expérimentale, et il aurait donné aussi des prémices de la nature ondulatoire de la lumière.
Alors, la nature ondulatoire a eu beaucoup de mal à s'imposer en Europe face à l'autorité de Newton. En particulier, Huygens en avait donné déjà des principes, en introduisant d'ailleurs l'éther, parce qu'une onde qui se propage comme l'onde de son quand je vous parle, elle a besoin d'un support matériel. Et donc, il a fallu pour la lumière, pour qu'on puisse parler d'onde, qu'elle ait un support qui est l'éther, qui disparaîtra par la suite, pour ceux qui le savent en tout cas, avec Einstein entre autres. Et il a fallu attendre une expérience primordiale qui s'appelle l'expérience des fentes de Young, que je vais reprendre tout à l'heure, où avec une source de lumière qui arrive sur deux fentes, et des figures qu'on appelle des franges d'interférence, parce qu'en gros, ces deux fentes deviennent deux sources secondaires, ça c'est quelque chose que Ibn al-Haytham avait déjà établi d'ailleurs, et les deux sources ont donné deux ondes qui vont s'additionner. Donc cette possibilité que les deux ondes s'additionnent va faire qu'on puisse avoir des zones sur l'écran où il va y avoir les deux ondes qui vont arriver en opposition de phase, donc ça va donner quelque chose il n'y aura pas de lumière, et puis d'autres zones qui vont être plus lumineuses, parce que les ondes arrivent en phase. Alors, donc du coup, ça a permis d'imposer la nature ondulatoire, et ce jusqu'à la fin du 19e siècle, pour la lumière. Donc, rapidement, sans que j'entre dans les détails de la révolution scientifique en Europe, la lumière, par la suite, a pu être traitée grâce aux équations déterministes de Maxwell. Donc, le déterminisme, c'est que quand on connaît l'état actuel d'un objet, ou de la lumière, en tout cas d'un objet d'étude scientifique, on est capable, grâce à une équation, de prédire son comportement à l'avenir. Pour la matière, c'est de la même façon une évolution déterministe qui, cette fois, en général, est régie par les équations de Newton. Et même si Newton n'est pas atomiste, il admet l'existence de petites particules de matière dans la nature. Alors c'est plus, l'atomisme a eu du mal encore, en fait, à s'introduire. D'ailleurs, étant une option, on va dire une doctrine métaphysique, les positivistes de Vienne, donc le cercle de Vienne de la fin du 19e siècle, qui voulait absolument purifier la science de toute quête métaphysique ou de tout aspect, de tout propos de type métaphysique, se sont opposés à l'atomisme. Mais l'atomisme a réussi à s'imposer davantage en chimie au 19e siècle. Et... Oula, ça c'est pas moi. Bon. Et donc, la science, en fait, la physique à cette époque était vraiment, on va dire, très sûre d'elle. Et donc, on avait pensé qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de problèmes à résoudre. Et l'idée du réductionnisme, alors quand on parle de réductionnisme, c'est que, évidemment, quand on fait en pratique la science, on est obligé de réduire un problème compliqué à ces éléments. Mais il y a aussi le réductionnisme ontologique, c'est-à-dire celui qui va réduire, penser que tout est formé vraiment d'entités plus petites. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs à l'école tout le temps, quand on parle d'atomes ou de corps matériels. Et donc les propriétés du tout, qui est l'ensemble de ces petits composants élémentaires, peuvent être comprises à partir de l'agencement de ces parties. Soit ces parties sont des atomes, soit ce sont des corps matériels. Donc ça, c'est l'état de la physique à la fin du XIXe siècle. Sauf qu'il va y avoir, en fait, deux expériences qui peuvent pas être comprises dans ce cadre. L'une qui va donner naissance à la relativité, donc les deux révolutions dont a parlé Bruno, et l'autre qui va donner naissance à la physique quantique dont je vais vous parler. Alors, pour vous montrer l'étrangeté de la physique quantique, donc je vais d'abord parler de quelque chose, d'un concept que vous entendez, peut-être dont vous avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle dualité onde-corpuscule, même si le mot dualité n'est pas pour moi assez précis. Et en fait, là, vous vous souvenez que pour la lumière, par exemple, on avait dit que, à ce moment-là, donc avant l'apparition de la physique quantique, tout le monde avait admis que c'était vraiment des ondes. Sauf que, pour expliquer l'une de ces deux expériences dont je vous ai parlé, qui posent des problèmes pour la physique classique, eh ben, il y avait Max Planck et Einstein, encore lui, le fameux Einstein, qui ont introduit, de nouveau, la nature corpusculaire de la lumière. Et ça a permis d'expliquer cette expérience qui posait problème. Et donc, vous voyez, il y a des allers-retours en quelque sorte dans l'histoire de la science. On est de nouveau dans la nature corpusculaire, donc de Newton, Ibn al-Haytham.
Mais comment concilier ça avec la nature ondulatoire? C'est pas du tout évident a priori, puisqu'on avait quand même toujours les interférences de Young. Donc on va essayer de comprendre, de revenir aux expériences de Young. Donc si jamais, maintenant, je reviens, imaginons qu'on ait des billes ou des atomes dans le sens où ce serait des billes, des corpuscules, d'accord? Et j'ai une source, et avec des billes qui sont émises de la source et qui arrivent sur deux fentes. Vous avez un écran sur lequel vous allez regarder qu'est-ce qui arrive sur l'écran. D'accord? Alors, normalement, vous allez vous retrouver à la fin avec simplement vos billes qui vont arriver ou vos corpuscules qui vont essentiellement être concentrés en face des deux fentes. D'accord? Maintenant, on va faire la même chose avec une source de lumière, comme exactement les interférences de Young que je vous avais montré. C'est l'expérience qui a été capitale pour mettre en évidence la nature ondulatoire. Là, je vous avais un petit peu... Alors, vous pouvez vous en rendre compte si vous avez aussi deux obstacles à la surface de l'eau. Vous allez avoir les interférences de Young. Il y a une interférence entre deux ondes qui émanent de ces deux fentes, les sources fentes. Vous me suivez? Donc là, ça va? Ensuite, maintenant, il a été possible, en tout cas au début du XXe siècle, de faire la même expérience, toujours avec la lumière, qui va avoir une nature... En fait, c'est là où on va se dire, mais elle a une nature quantique. Alors là, du coup, vous voyez qu'on a quelque chose d'étrange, qu'on ne peut vraiment pas dessiner strictement parlant, mais on va quand même mettre quelque chose qui est un peu différent du dessin précédent. Et ce que vous allez trouver, c'est que vous vous arrangez en fait pour que la source soit, par exemple, un laser comme celui-ci. Et avec des photons qui arrivent à une lumière beaucoup plus moins intense. D'accord? Donc vous pouvez suivre dans le temps l'évolution et regarder l'impact sur l'écran. Et là, surprise, vous voyez que vous avez des impacts qui sont semblables à des corpuscules. Donc cette expérience, en fait, valide l'introduction de la nature corpusculaire de la lumière. Et en fait, Einstein a eu son prix Nobel pour ça. C'était pas pour la relativité. Alors maintenant, donc, si on continue à regarder sur l'écran, ce qui est étrange, et ça c'est vraiment, je vous invite à essayer de comprendre ça, c'est que vous avez à la fois l'impact avec comme si c'était des corpuscules, mais en même temps vous avez les franges d'interférence que vous aviez avec les ondes. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça, on a pu faire la même expérience à la fois pour la lumière, mais aussi pour des atomes, pour des électrons. Les électrons, c'est ce qui tourne autour du noyau de l'atome, on dit tourne entre guillemets, et c'est ce qui fait conduire l'électricité dans les fils, qui nous permet de nous éclairer ici. Et donc, ce qui est étrange, c'est que même des atomes dont on pense qu'ils sont vraiment sous forme de corpuscules, c'est un peu ce qu'on nous dit d'ailleurs d'être au lycée, jusqu'au lycée, eh ben, ils vont avoir aussi donné lieu à des franges d'interférence sur l'écran. Et donc, et on a refait cette expérience récemment, la dernière, je pense, la plus extraordinaire, c'est qu'on arrive à faire avoir ces figures d'interférence avec des molécules qui ont 180 atomes. Alors, ces particules quantiques, donc, qui incluent finalement à la fois des photons, on appelle les photons, donc ce sont des petits paquets d'énergie qui composent la lumière qui nous entoure, et ben en fait, elles arrivent à travers les fentes, mais elles arrivent ici sans qu'on puisse prédire où est-ce qu'on va avoir les impacts en termes de corpuscules. Alors ça, c'est une expérience qui est vraiment fondamentale déjà, qui exprime l'étrangeté de la physique quantique. Je n'ai absolument aucun récit qui puisse vous expliquer, comme on fait déjà quand on explique comment est-ce qu'une balle que je jette tombe par terre, qui puisse vous expliquer comment est-ce que je peux obtenir, donc quelque chose que je suis dans le temps et dans l'espace, ce qu'on appelle la localité en physique, comment est-ce que je peux obtenir ces franges avec ces impacts de type donc de billes, on va dire. Alors, il y a une chose encore très étrange, c'est que maintenant, je vais essayer, je me dis, mais c'est bizarre qu'il y ait des franges d'interférence, parce que quand elles arrivent, une par une, on va les émettre une par une, ces particules, elles ne vont pas s'organiser entre elles pour qu'elles produisent cette figure-là. Donc on va essayer quand même de voir si vraiment elles passent par une fente ou par une autre. Parce que si elles passent par une fente ou par une autre, nécessairement, on n'aurait que deux bandes.
Et là, ce qui est étrange, c'est que si on essaie de savoir, d'aller les espionner, on met un observateur. Donc dans la suite, ça va être toujours cet œil-là, qui évidemment en général est plutôt un appareil de mesure. Et bien, chose étrange, il y a une action absolument incroyable, c'est qu'on n'a plus de figure d'interférence. Donc qu'est-ce qui se passe ici? La mesure, l'observation, c'est comme si on disait à notre particule, on posait une question. Par quelle fente tu es passé? Mais dès qu'elle répond, pour répondre, elle est obligée de répondre en fait, elle doit choisir une fente. Et donc elle se comporte comme un corpuscule. Donc ça c'est très très étrange en fait, mais c'est le vrai problème de la mesure, parce que normalement en physique classique, quand on mesure une balle qui va par terre, qui roule, il n'y a aucune raison pour qu'on modifie sa trajectoire quand on essaie de déterminer sa position ou sa vitesse. Là, quand on essaie de déterminer la trajectoire, qu'est-ce qu'elle a choisi comme trajectoire, notre particule? Eh bien, on modifie son état. Et donc, pour illustrer ce problème de la mesure, je vais essayer maintenant de regarder un deuxième dispositif pour introduire un principe fondamental. Alors, essayez de me suivre parce que ça paraît technique, mais vraiment, j'ai fait un effort pour que ce soit le plus simplifié, disons, possible, et en même temps que vous ayez le message important. Je trouve que c'est très important parce que la physique quantique, on a besoin, même si vous êtes littéraire, c'est très important parce que c'est vraiment notre vision du monde qui est remise en jeu, comme d'ailleurs aussi l'a rappelé Bruno. Et je pense que c'est important que la vulgarisation puisse vous donner les outils, quelques éléments pour que vous sachiez à quoi on a affaire, et que vous soyez aussi épargnés de ceux qui vont vous raconter des choses sur, je ne sais pas, parler de la médecine quantique. J'espère qu'il n'y a personne de la médecine quantique dans la salle. Que vous sachiez quand même que vous n'ayez pas affaire non plus à des charlatans qui vont vous mettre du quantique partout. Donc, essayez quand même de me suivre, à moins que, voilà, arrêtez-moi si c'est vraiment pas clair du tout. Alors, donc là, j'ai choisi donc le principe de superposition, superposer deux choses, hein, c'est les additionner. Et en fait, pour l'expliquer, disons, je n'explique rien, parce que je ne peux pas vous expliquer ce que c'est que qu'est-ce qui se passe réellement. En fait, je vous explique pourquoi on ne peut pas expliquer. Et donc... non mais gardez ça là. Donc en fait, je vous explique des faits expérimentaux, d'accord, et en fait, avant de faire la mesure, on ne sait pas ce qui se passe, d'accord. Donc là, je vais choisir, au lieu de parler d'états... Alors normalement, là c'est un atome, on va dire un atome d'hydrogène par exemple, donc il a un seul électron qui tourne autour d'un noyau. Et en fait, cet électron, il ne peut prendre que deux valeurs possibles, disons pas deux, ici j'ai mis que deux valeurs possibles de l'énergie. Ça veut dire qu'il y a un saut d'énergie, ça veut dire que l'énergie ne peut pas prendre des valeurs continues. C'est une quantification. Et c'est pour ça qu'on appelle la physique quantique, et c'est à cause de ça, d'accord, qu'on appelle, disons, c'est la source de la non-nomination. Sauf qu'au lieu de vous parler, et qu'en fait, son électron est dans l'état d'énergie le plus bas, on dit qu'il n'est pas excité, mais quand l'électron se met là, il est excité, d'accord. J'espère que c'est à peu près clair. Mais c'est pas grave, si vous n'avez pas compris ça, c'est pas important, parce qu'au lieu de choisir l'état excité, non excité, je choisis plutôt une métaphore simple, qui est la couleur. Évidemment, c'est pas ce qu'on va chercher normalement dans un atome. Donc, simplement, pour faciliter la présentation, j'espère que c'est le cas, j'utilise la métaphore de la couleur. Et donc, en fait, mon atome, imaginons qu'il ait la possibilité d'avoir le choix entre deux couleurs. Rouge, donc, et bleu. D'accord? Alors, évidemment, il peut avoir une couleur bien déterminée. Sauf que, on peut aussi, en physique quantique, avoir affaire à des atomes qui sont une superposition, qui sont, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'ils ont la superposition du bleu et du rouge. Donc c'est soit rouge, soit bleu, mais on ne peut absolument pas leur attribuer une propriété. Alors on a vraiment, nous, l'intuition et l'habitude de caractériser les objets par leur propriété. D'ailleurs, même en mathématiques, on va construire nos ensembles en disant que on va construire l'ensemble des balles rouges, l'ensemble des balles vertes, etc. D'accord ?
C'est quelque chose de complètement naturel. Sauf que là, on a affaire à des entités qui ne possèdent pas de propriété. On ne peut rien dire sur leur propriété couleur. Ensuite, maintenant, on va parler du problème de la mesure. Exactement comme tout à l'heure pour les interférences, quand on a rajouté l'observateur. Et donc, on va essayer de se dire, mais on va quand même insister. Hein, c'est une sorte d'interrogatoire forcé. On va questionner l'atome. Quelle est ta couleur? Comme tout à l'heure, on avait questionné la particule par quel fond tu passes. Et là, il est obligé de répondre. Donc, il va répondre. Sauf que sa réponse, ça va être soit rouge, soit bleu. Donc en fait, il y a un seul observateur, sauf que j'ai dédoublé le schéma d'expérience, de l'observation. Et en fait, on a une chance sur 2 qu'on trouve bleu, une chance sur 2 qu'on trouve rouge. Mais alors, vous allez me dire, normalement, on est capable de prédire, on devrait être capable de prédire. Pourquoi est-ce qu'au moment de la mesure, il va nous donner rouge ou bleu? Eh bien non, on ne sait pas. Ça, c'est fondamental. Le choix de l'atome, au moment où on l'observe, est complètement aléatoire. Et on a affaire à un vrai hasard. En fait, on n'a pas l'analogue de ce hasard, même quand on a une génération de nombres aléatoires dans vos ordis ou pour des simulations en physique, des turbulences en météo, etc. C'est un hasard unique. Et d'ailleurs, alors j'ai pas le dessin, mais maintenant il existe des générateurs de vrais hasards. C'est-à-dire que vraiment des petits appareils, vous avez un processus exactement analogue à ça, sauf que c'est une autre propriété de la lumière qui est utilisée, du laser en fait. D'accord? Avec 2 choix possibles. Et comme vous savez, personne ne peut prédire quel va être le choix de votre photon, personne ne peut aller intercepter, connaître ce choix-là, et c'est très utile d'ailleurs en cryptographie quantique, entre autres, qu'on sait maintenant faire grâce à cette propriété de hasard, entre autres aussi. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est que tant que vous ne le mesurez pas, là, il va garder cette propriété-là. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'il y a des choses encore plus étranges après, donc je vais simplement maintenant parler d'un autre effet qui est absolument unique et extraordinaire, je trouve. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Alors, l'intrication, c'est quoi? Il n'a pas l'analogue dans notre monde. Ça dépasse nos sens. Et là aussi, je vais partir. Alors, attention, donc ça part du bas vers le haut. 1 et 2 étapes. D'accord? Donc, je vais partir. Alors, les choses sont vaguement vraiment définies. C'est une paire d'atomes maintenant. D'accord? Alors, on émet superposition parce que chaque atome a toujours la potentialité de devenir rouge ou bleu. Sauf que la paire est complètement indéterminée. Et on va maintenant poser une autre question. Vous vous souvenez, dans la première, on a posé la question par quel fond tu passes, dans la deuxième, de quelle couleur tu es. Et maintenant, aux 2, on va poser une autre question. C'est, est-ce que vous avez la même couleur ou pas? Alors, je ne vais pas vous expliquer comment, c'est une observation, évidemment, qui dépend du contexte. Et tout de suite, la paire va répondre. Elle est obligée. L'interrogatoire encore. D'accord? Donc, du coup, elle va répondre, soit oui, nous avons la même couleur, soit non, nous n'avons pas la même couleur. À gauche, c'est oui, à droite, c'est non. D'accord? Il n'y a que 2 choix possibles. Sauf que quand ils répondent oui, on a une superposition. Je me suis permis de mettre le plus, je voulais l'éviter tout à l'heure quand je vous ai parlé d'états. Ça, c'est exactement une superposition entre 2 états. Ils sont la même couleur, donc ils n'ont pas le choix. C'est soit rouge-rouge, soit bleu-bleu. Là, s'ils ont des couleurs différentes, c'est rouge-bleu plus bleu-rouge. D'accord? Et là, on a réussi à les intriquer. Ça, c'est un état absolument unique qu'on ne peut pas faire ailleurs, évidemment. D'accord? Donc, vous voyez que la couleur de chaque atome à part n'est absolument pas définie dans cet état. Exactement comme tout à l'heure, quand on a superposé l'atome rouge plus l'atome bleu. D'accord? Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont la même couleur. Non? Vous n'avez pas compris? Vous m'avez perdu là. Ah, d'accord. Bon. Alors. C'est-à-dire, au fait, je me suis perdue quand vous avez dit, pour la première partie, on a 2 atomes rouge-rouge ou bleu-bleu, et après, vous avez dit rouge-bleu plus le rouge, et oui. Là où... Alors là, oubliez ça. C'est-à-dire qu'on peut... En fait, là, c'est quand ils disent on n'a pas la même couleur. Oui, alors que là, donc ça veut dire que nécessairement, c'est soit le premier est rouge, le deuxième est bleu, soit le premier est bleu, le deuxième est rouge. Très bien. Voilà, d'accord?
Et à partir de là, on crée une paire intriquée. D'accord. Quelle fois? Oui, qu'elle soit là ou là. D'accord. Voilà. C'est clair? Voilà, il y en a qui sont découragés. Alors, merci aux résistants. Alors, si vous voulez que je m'arrête là, je peux aller directement dans la partie discussion. Bon, très bien. Donc, c'est bien. Et encore décourageux. Alors, donc l'intrication, elle nous permet d'avoir cette paire, et encore pour parler de la cryptographie quantique, ça c'est un point de départ très intéressant, entre autres pour la cryptographie quantique. Et donc il a déjà des applications pratiques, hein, c'est pas du tout juste de l'abstraction. Alors maintenant on va se dire, mais il suffit quand même qu'on les oblige à partir, à les séparer, et puis il y a un moment où ils vont plus, comme on sait que chaque atome nécessairement n'a pas de couleur avant la mesure et qu'elle apparaît d'une façon aléatoire, eh ben, on va complètement perdre cette intrication. Donc on va les mettre chacun sur une galaxie. D'accord? Alors évidemment, c'est pas ce qu'on fait dans l'expérience, mais au lieu de galaxies, je vais simplement les éloigner, un à Paris, l'autre à Pise. D'accord? Ok? Donc ça, c'est la paire intriquée que j'ai choisie, celle de gauche, même couleur. D'accord? C'est clair? Et pareil, ça va du bas vers le haut. Ok? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, alors, en gros, essayer de les séparer. Et on va maintenant s'arranger pour qu'on les observe exactement. On va déclencher 2 appareils photo, par exemple, qu'on va déclencher exactement au même moment, l'un à Paris, l'autre à Pise. D'accord? Parce qu'on va questionner chacun de ces atomes de quelle couleur tu es. Ok? A priori, comme il fait sa vie, normalement, le résultat devrait être aléatoire. C'est un vrai hasard. Je vous expliquais. Le vrai hasard va dire que j'ai une chance sur 2 d'avoir un atome rouge ou un atome bleu pour celui de Paris, un atome rouge ou un atome bleu pour celui à Pise, qui arrive à Pise. D'accord? Sauf que quand je compare par la suite, les 2 observateurs vont comparer leurs résultats, ils ont toujours le même résultat. Et ça, c'est pas du tout évident, parce qu'on a affaire à 2 hasards. En principe, imaginez que chacun lance un dé. On se prend, je sais pas, un couple ici dans la salle. Chacun lance un dé. Le hasard de chaque côté est complètement imprévisible. Donc, c'est quand même dit. Imaginons que vous jetiez chacun. Donc, c'est ce couple jette le dé plusieurs fois de suite, et qu'à chaque fois ils ont le même résultat. C'est quand même difficile à concevoir. Donc, on a un hasard corrélé, c'est-à-dire les résultats sont corrélés. Ici, sont toujours les mêmes. D'accord? Ça veut dire, c'est comme si on avait une sorte de coordination. On coordine les 2 résultats, mais sans avoir la possibilité de communiquer, parce qu'on a observé exactement au même moment. Il n'y a absolument pas le temps pour que le résultat de cette mesure puisse être transmis à l'autre observateur. Ils n'ont aucun moyen de communiquer. Parce que quand je communique, même quand j'appelle au téléphone, il faut un temps pour ma voix pour qu'elle arrive. La communication nécessite une transmission d'un signal. D'accord? Et donc elle demande du temps. Alors maintenant, ce genre d'expérience, en fait, avant que cette expérience soit réalisée, c'était en fait une expérience de l'esprit d'Einstein et de ses collaborateurs. Encore lui. Alors je vous avais dit qu'il avait quand même participé à l'émergence de la physique quantique. Sauf que là, il devient son détracteur, parce que ça ne lui plaît pas, ce hasard. Et il dit, non, ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas jouer au dé. Ça l'intrigue, ça le bouleverse. Il ne veut pas y croire. Et donc, il écrit un article avec Podolsky et Rosen. En fait, on va les appeler EPR par la suite. Ça, c'est en 1935. Il va dire c'est pas possible que cette paire, donc il propose exactement, il dit mais regardez ce que la physique quantique prédit, ce que je viens de vous montrer, d'accord? Mais ce n'est pas possible, parce qu'évidemment, lui, il a instauré la localité, par exemple pour les lois de Newton, et ça l'embête qu'il n'y ait pas de localité, qu'on viole la localité, parce qu'il faut quand même, il a bien montré que la vitesse de la lumière était finie, disons la vitesse, finie, que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, d'après lui. Rien ne peut aller à une vitesse supérieure à celle de la lumière, et que du coup, les 2 atomes n'ont absolument pas la possibilité
de communiquer. Il a parlé d'une action fantomatique à distance. Il a dit c'est incroyable. Voilà. Donc ce qu'il a fait, ce qu'il a proposé avec donc Podolsky-Rosen, ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, il doit nécessairement y avoir, avant que la mesure n'ait lieu, une stratégie commune, ou alors en fait, les couleurs étaient déjà définies. On pouvait les prédire, on pouvait prédire le résultat de la mesure. Sauf que c'est exactement, tout se passe comme si on avait tiré, donc on avait un sac de chaussettes, des chaussettes, des paires soit rouges, soit bleues, et qu'on tirait au hasard une paire de chaussettes. Et puis on sépare les deux chaussettes. D'accord ? Et puis chacun va tirer, va regarder qu'est-ce qu'il obtient. Bah, si d'un côté on a une chaussette bleue, de l'autre côté on a nécessairement une chaussette bleue. C'est évident. Si toujours le même couple, si donc l'un trouve une chaussette rouge, c'est nécessairement l'autre et la chaussette rouge. D'accord ? Donc il doit y avoir déjà une réalité de cette propriété couleur avant qu'on fasse la mesure. Et si on a l'impression que c'est une chance sur deux, c'est parce que cela est dû à notre ignorance. Exactement comme quand on lance un dé qui obéit à des lois de Newton. En fait, si on n'arrive pas à prédire le résultat, ça c'est pas un vrai hasard, en fait, c'est un faux hasard. Parce que si on était capable de calculer la trajectoire du dé en fonction de la façon dont on le jette, on aurait été capable de prédire le résultat, sur quelle façon tombe. D'accord ? Et donc ça c'est l'argument d'Einstein. Alors, en fait, cet argument a été, ce dialogue, alors c'est un peu à cause de Bohr. Bohr a répondu non, la physique quantique est complète, il n'y a rien qui manque, d'une façon un peu dogmatique. Donc, du coup, la question n'a pas été abordée, puis les physiciens étaient tellement occupés à appliquer la physique quantique avec tous ses succès, ses miracles, on va dire, qu'ils ont oublié cette objection de Einstein, Podolsky et Rosen. Et on a attendu, donc, ça en 1964 pour que John Bell, vraiment, a eu une idée géniale, parce qu'en fait, elle est à la fois géniale, mais très simple. Il a proposé un test pour savoir si vraiment la physique quantique était... En fait, il avait l'espoir que quelqu'un fasse l'expérience qu'il proposait pour prouver que la physique quantique était incomplète, parce que lui aussi ne voulait pas croire. Et pareil, pour lui, on ne pouvait pas avoir un hasard, parce que le hasard, c'est quelque chose de contradictoire avec la science. La science... si elle n'est pas capable de prédire des choses avec certitude, eh ben, ce n'est plus vraiment une pratique scientifique, je dirais, digne de son nom. Donc ça ne lui plaisait pas non plus. Alors, sauf que son test, donc il est d'une simplicité incroyable qu'on pourrait vraiment expliquer même à des lycéens, ou même, je pense, des écoliers. Mais je ne vais pas vous l'expliquer ce soir. Donc je l'appelle test de Bell, même si ça s'appelle normalement inégalité de Bell. Et il a fallu encore attendre longtemps, encore en 1983, même si certaines tentatives ont été faites avant, parce que la question n'était pas non plus à la mode à l'époque, pour que cette expérience a été faite, donc soit effectuée par Alain Aspect. Alors, je n'ai pas fait expérience avec lui, c'était juste mon prof à Polytechnique. Il y a un collègue actuellement à Orsay, disons à côté, sur le plateau Paris-Saclay. Et cette expérience, donc le test a été effectué pour la première fois par Alain Aspect et ses collaborateurs à Orsay, à côté dans un laboratoire qui était à l'époque d'ailleurs voisin de mon laboratoire. Et c'est une expérience absolument extraordinaire parce que je ne sais pas si j'essaie vraiment de vous montrer à quel point c'est une expérience unique dans l'histoire de la physique. C'est une observation qui est même indépendante du formalisme de la physique quantique. C'est un fait expérimental qui a été reproduit par la suite. Et en particulier, donc, alors, elle est un peu plus compliquée que celle que je vous ai montrée ici. Parce qu'en fait, le test de Bell suppose qu'on ait une autre propriété supplémentaire. Bon, c'est pas grave. Mais vous voyez par exemple là, Alain Aspect dans son expérience, les deux, c'était des photons de lumière, ils étaient séparés dans un laboratoire, c'était une paire intriquée. Sauf que on a pu aller encore plus loin grâce à notre physicien remarquable, qui s'appelle Nicolas Gisin, et puis après d'autres, qui a réussi à faire une expérience, attention, en dehors du laboratoire. Donc il a séparé en fait ces deux photons de 30 km. Il a encore validé, alors pourquoi je parle de violation, c'est-à-dire le test de Bell permettait plutôt de donner raison à Einstein, mais comme il ne marche pas, c'est-à-dire qu'il n'en montrait qu'il était violé, Einstein avait tort. Donc la physique quantique n'est pas incomplète. Ça veut dire que ce n'est pas du tout, nos atomes, nos paires d'atomes intriqués ne sont pas des paires de chaussettes.
D'accord? C'est ça la conclusion. Ok? Ok? Donc il n'y a pas de propriété couleur. Donc, je reste avec la couleur encore, avec une métaphore que je rappelle. La propriété couleur ne peut pas être définie avant. Donc il s'agit, encore une fois, de part et d'autre, vous vous rappelez, de deux hasards, puisqu'on a les deux atomes, qui sont distants. Bon, l'expérience a été faite avec des dizaines de kilomètres, mais en principe, si on pourrait la faire, disons, la prédiction est que ça pourrait être encore sur deux galaxies différentes, et on ne peut absolument pas, ils sont complètement corrélés, et on parle de non-localité parce qu'il n'y a aucun moyen qu'on puisse avoir une explication qu'on attend de la physique, c'est-à-dire une corrélation normalement entre deux phénomènes, il y a toujours une histoire qu'on peut donner qui se déroule de proche en proche dans le temps et dans l'espace. Par exemple, ma voix, quand elle arrive corrélée, si mon message est exactement le même que celui qui vous parvient au bout du téléphone, il y a une corrélation entre ce que vous entendez et ce que j'ai dit. D'accord? C'est une corrélation. La physique, elle explique des corrélations. Donc en fait, cette corrélation, elle s'explique parce qu'il y a un signal qui se propage dans l'espace, que je peux suivre dans le temps. D'accord? Si maintenant deux jumeaux ont la même couleur des yeux, de leurs yeux, c'est parce qu'il y a une corrélation maintenant, mais qui est avec un événement d'une source commune dans le temps, qui est entre de leur maman. D'accord? Donc il y a une source commune, et là aussi je peux suivre dans le temps et dans l'espace ces deux jumeaux pour arriver à avoir une corrélation entre la couleur de leurs yeux, par exemple, ou d'autres cas, propriétés. Sauf que là, on n'a pas de jumeaux. Cette paire, c'est pas l'analogue du tout de jumeaux, d'accord? Ni de paire de chaussettes. Donc, la propriété, donc contrairement à donc disons là, je rappelle, Dieu ne joue pas au dé, mais si, il semble bien jouer au dé. Et donc cette propriété couleur, elle ne peut pas être attribuée à notre atome avant la mesure. C'est du vrai hasard. Donc c'est une façon complètement imprévisible pour l'atome où il choisit sa couleur au moment de la mesure. Et pour revenir à Nicolas Gisin, donc ce même physicien qui d'ailleurs, c'est parmi les premiers à avoir aussi profité de cette propriété pour la cryptographie, la téléportation, etc. Il dit que la nature n'est pas déterministe. Il dit quelque chose encore de plus fort. Il dit qu'elle est capable de réels actes de pure création. Elle peut produire du vrai hasard. Alors, maintenant, pour revenir à notre question de départ, qu'est-ce que le réel? La physique, au moins au niveau microscopique, je reste vigilante, pas en ce qui nous concerne nos corps. La physique moderne, elle ne nous dit pas ce qu'il est, quelle est sa nature. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est ce qu'il n'est pas. D'accord? C'est une approche complètement apophatique. Parce qu'il est non déterministe, non séparable, vous vous rappelez, en fait, avant de mesurer de part et d'autre les atomes, on ne peut même pas évoquer chaque atome séparément. C'est une entité, c'est un tout indissociable. C'est juste au moment où on pose la question à chaque atome séparément quelle est ta couleur qu'on les sépare. Là aussi avec le principe de mesure que je vous ai expliqué. Et là, effectivement, on détruit l'intrication au moment de la mesure. C'est encore une action, d'ailleurs, irréversible, imprévisible. Il est non local, comme je vous ai expliqué, et en plus, on ne peut pas parler de trajectoire de particules. Ça, je n'ai pas vraiment donné des détails, parce qu'on ne peut pas déterminer dans le temps, suivre la trajectoire d'une particule dans le temps et dans l'espace. C'est un peu comme pour les interférences de ions que je vous ai montré. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais on l'a déjà vu, des atomes, on nous a montré des films. Alors ça, c'est une... Bon, j'ai pas mis le film pour ne pas passer trop de temps dessus, mais c'est un film d'animation assez remarquable qui a été fait par IBM en 2013, où on voit un bonhomme qui est en fait formé d'atomes. Vous allez me dire, mais on les voit, les atomes. Ils existent, ils sont là, on peut dire quelque chose. Alors, mais non, en fait, on ne voit pas les atomes tels qu'ils sont, parce que pour prendre ces photos, il a fallu faire une mesure. On a pris un appareil photo, on va dire, évidemment, c'est quelque chose de plus sophistiqué, d'accord? Et donc, ce qu'on voit, pourquoi il y a des points lumineux? Parce que c'est comme les franges d'interférence, c'est-à-dire que les atomes, ils ont maintenant la propriété dont il est question, c'est la position, ce n'est plus la couleur, d'accord? Ils ont une certaine probabilité, quand on les mesure, d'être quelque part. Ils n'ont pas de position fixe, d'accord?
Mais cette probabilité, elle est plus grande à certains points. En fait, ce sont les points lumineux. D'accord ? Et vous voyez d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il y a encore des ondes ici. Ce sont les électrons des atomes. D'ailleurs, ça a été prédit par l'un des fondateurs de notre laboratoire, Jacques Friedel. On l'appelle les oscillations de Friedel. D'accord ? Et ces atomes, donc, ils génèrent des sortes d'ondes, comme sur tout à l'heure, alors qu'on a affaire à la matière. D'accord ? Comme exactement pour les franges d'interférence, quand on a une source d'électrons ou d'atomes. C'est maintenant, alors j'aime beaucoup cette réponse de Steven Weinberg, qui était lauréat du prix Nobel en 1979 d'ailleurs avec Abdus Salem, qui est plutôt en physique des particules. Et quand on pose la question « qu'est-ce qu'une particule élémentaire ?», sa réponse c'est « je devrais admettre que personne ne le sait réellement ». Alors, pour conclure la partie physique quantique, c'est fini avec la souffrance. Un peu de compassion de la part d'Enrico Fermi, qui est un physicien remarquable, donc de physique quantique, qui dit « Avant de venir ici, j'étais confus sur ce sujet. Après avoir écouté votre conférence, je suis encore plus confus, mais à un niveau plus élevé. » J'espère que c'est votre cas. Je n'ai pas fini encore. Alors, maintenant, on va quand même... J'espère que cette partie, en tout cas, c'est vraiment important de maintenant dire, parce que les physiciens ont été quand même frappés, y compris les fondateurs de la physique quantique, par ces énigmes. Ils ont été bouleversés. Sauf que le problème, c'est qu'actuellement, en tout cas dans un laboratoire comme le mien, on a affaire à des solides. En fait, c'est un laboratoire de physique des solides, mais quantiques. Ils ont un comportement souvent quantique. Sauf que la physique quantique est utilisée un peu comme une recette qui marche très bien, parce qu'on fait des prédictions sur un nombre important de particules quantiques, on va dire les atomes, ou plutôt des électrons dans notre cas, et ça marche en moyenne, et on fait Et donc du coup, et en fait, John Bell résume ce qu'on appelle l'opérationnalisme. Il dit, à toute fin pratique, tout va bien. Donc du coup, on a tendance à oublier ces énigmes et à faire en sorte comme si les atomes effectivement existaient, tels qu'ils sont, disons qu'on les voyait tels qu'ils sont. Et on ne se pose plus la question de les décrire, de décrire ce réel, et on se contente juste de prédire, ce que la physique quantique permet très bien, même si ce sont des prédictions aléatoires. Mais encore une fois, quand on fait des moyennes, on arrive à une efficacité impressionnante de la physique quantique, à des applications fascinantes et à la révolution technologique, des télécommunications entre autres. Donc en fait, l'opérationnalisme, en fait, il remplace un peu le matérialisme philosophique. Sauf qu'au lieu de dire que les entités de matière existent, en laissant, elles sont là, maintenant, on va ramener plutôt cette existence à celle des entités du modèle. Ce sont des entités mathématiques. En fait, les atomes, ça correspond à des entités mathématiques. Je ne vais pas parler de cet aspect-là, mais tout ce qu'on sait faire pour pouvoir faire des prédictions, quelle chance j'ai d'observer l'atome avec une couleur rouge ou une couleur bleue, ce sont des outils mathématiques qui me permettent de calculer quelle chance j'ai d'avoir le rouge ou le bleu, ou d'avoir l'atome à cette position et pas à une autre position. Et donc, ce réalisme ne se soucie pas de l'ontologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le réel? Qu'est-ce que sont que ces atomes? Est-ce qu'ils existent vraiment avant que je fasse la mesure? En fait, on ne sait même pas. Donc, cette option qui est choisie par la majorité des physiciens, évidemment, n'a pas plu à tous les physiciens. Il y en a d'autres qui ne se sont pas contentés de ça, parce qu'ils considèrent que la physique devrait être capable de leur dire quelle est la nature de ce réel. Sauf que, dès qu'on a cherché à faire ce qu'on appelle des interprétations de ces résultats, de ces énigmes, des expériences que je vous ai montrées, eh ben, on s'est retrouvé avec une multiplicité, mais c'est impressionnant, je dirais peut-être des centaines d'interprétations, qui ne sont pas opérationnalistes, parce qu'elles cherchent, elles essaient de comprendre, elles voudraient donner un récit, d'accord, qui soit cohérent, comme quand on explique la chute d'une balle. Et en fait, ça donne, alors là je vous fais un résumé, mais vraiment bref, de quelques attitudes. En fait, chaque interprétation regroupe plusieurs ramifications, en fonction des détails, de ce qu'on conçoit dedans. Mais l'un des fondateurs aussi de la physique quantique, qui s'appelle Heisenberg, parlait déjà même de plusieurs niveaux, mondes, de régions de la réalité.
d'accord? Et cette question de niveau de réalité, alors, a pris des sens très différents chez d'autres physiciens, avec d'autres variantes et des interprétations. Et ce sont des physiciens, hein, on est bien d'accord. Alors, il y a une interprétation dont vous avez peut-être entendu parler, qui est absolument étrange, qui n'est pas vraiment, qui n'a pas une bonne, je dirais, n'est pas très acceptée en général par les physiciens, c'est les mondes multiples, où en fait, l'atome rouge et l'atome bleu, en fait, à ce moment de la mesure, il y a deux mondes avec deux ramifications, et donc il y a bien un résultat bleu dans un monde et un résultat rouge dans un autre monde. Donc c'est très exotique. Sauf que ça plaît beaucoup aux philosophes quand ils veulent... quand ils veulent discuter des interprétations de la physique quantique, j'ai vu même sur j'étais très surprise, une chaîne YouTube d'un théologien, mais je ne vais pas dire son nom parce que j'avais une idée un peu meilleure sur lui, qui essaie de prendre cette interprétation comme étant une vérité établie pour faire du concordisme. Donc voilà où les frontières, où c'est très important que vous sachiez que ce ne sont que des interprétations. Et ça veut dire fondé sur des arguments complètement spéculatifs, exactement comme ce que faisait Aristote. Il faisait de la spéculation, d'accord? Alors Bernard d'Espagna est un physicien remarquable qui a écrit énormément de livres sur la physicien des particules, qui était à Orsay aussi. Il évoque un réel voilé, qui nous est voilé. Et il y a des interprétations que je trouve intéressantes qui sont de type relationnel. Et ce que ça nous dit, c'est que les objets en soi n'existent pas. Ce qui existe, ce sont des relations. D'accord? Alors ça rejoint certaines sagesses, hein, en particulier, Razali aussi parlait de l'importance des relations. Et c'est important parce que là, on est complètement à l'encontre du matérialisme encore philosophique. On ne sait pas ce que c'est que ces objets-là. Maintenant, il y a aussi d'autres interprétations, là aussi énormes, qui conçoivent ou qui vont introduire d'autres dimensions du temps et de l'espace, ou qui conçoivent un réel au-delà du temps et de l'espace. Là, j'ai choisi encore une citation de Nicolas Gisin, pour rester avec un physicien très sérieux, et quand il parle de cette expérience de la non-séparabilité ou la non-localité, il dit comme tout se passe comme si se manifestait dans l'espace-temps mesurable, hein, notre espace-temps à nous, des événements qui procédaient d'un monde qui ne fut pas soumis à cet espace-temps. C'est comme si on avait une projection d'un monde qui était au-delà de notre espace-temps. Et alors évidemment, hein, il parle tout ça au conditionnel, tout comme l'on pourrait penser que nos actions sont la transcription spatio-temporelle de décisions échappant à l'espace-temps. Donc c'est quand même un physicien hein, qui dit ça, hein, qui publie dans des revues très sérieuses, américaines comme nous, voilà. Alors, donc c'est ce qui est très important comme conclusion ici, c'est que là, vous voyez, on a énormément un zoo, je dirais, hein, d'interprétations, d'accord, qui sont publiées dans des revues aussi sérieuses. Everett, d'ailleurs, c'est un physicien hein, qui parlait de mondes multiples, qui sont toutes en accord avec un seul fait expérimental, le genre d'expérience que je vous avais montré tout à l'heure, d'accord? Maintenant, le positivisme du 19e siècle, quand il a voulu évacuer tout raisonnement de type métaphysique, pour lui, ce qui était très important, c'est qu'une théorie puisse être validée par une expérience. Ça, c'est l'image qu'on a. Quand, par exemple, Popper caractérise la science comme étant celle qui peut être réfutable, il faut qu'elle ait un fait, soit un fait expérimental, soit une observation. Par exemple, en astronomie, le domaine de Brudon, on n'a pas pas faire des expériences sur les étoiles, mais on a des observations, d'accord? Et bien, il faut qu'elle valide notre théorie, notre conception. C'est comme si on avait une correspondance entre donc une image, on prend une sorte d'appareil photo du réel et on se fait une idée, une conception de ce réel, on dit des vérités sur ce réel qui sont validées par nos résultats expérimentaux. Mais ici, on a plusieurs interprétations, ce sont des sortes de théories, on va dire, même si c'est pas exactement ça, puisque le formalisme mathématique, il est assez semblable, mais les interprétations, elles, on ne peut absolument pas les réfuter, puisqu'elles sont en accord avec les expériences. Et on est à fond de nouveau dans la métaphysique, alors que on voulait, au XIXe siècle, définir une science pure, purifiée de la métaphysique, ou des sciences dures, on va dire. Donc on est dans des considérations complètement métaphysiques, elles ne sont pas vérifiables. Et la physique quantique nous dit que
on ne peut même pas concevoir sur quels critères futurs, c'est pas parce qu'on est limité dans nos moyens. Et je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif, de vivre avec ces mystères. Et donc je voudrais, pour mes réflexions personnelles, en fait, j'ai tendance plutôt à faire l'éloge de la perplexité. Et à ce propos, je cite un grand, vous connaissez probablement Ibn Arabi, andalou, qui est vraiment une figure très importante de la spiritualité islamique, qui, parlant de Dieu, dit « La science que j'ai acquise de lui n'est que perplexité à son égard ». Et en fait, en quoi je trouve ça thérapeutique plutôt de s'ouvrir à la perplexité, d'accueillir ou d'accepter la perplexité. Je voudrais juste, parce que je ne vais pas m'étendre, développer ce point, mais il y a par exemple une tendance, on a un mode de pensée qui nous vient d'Aristote d'ailleurs, là aussi, parce qu'il a quand même eu beaucoup d'influence d'Aristote, hein, c'est que on a ce qu'on appelle le tiers exclu, c'est-à-dire que dans la logique, évidemment on l'a vu à Aristote, mais il était à la fois un frein et aussi un moteur pour la science, et il considère qu'une proposition A, on a nécessairement une décision à prendre. Soit elle est vraie, soit elle est non vraie. Or, dans ce que je vous ai présenté sur la physique quantique, je vous ai parlé de propriétés, par exemple rouge, bleu, ou onde, corpuscule, ou passer par une fente ou passer par l'autre. Il n'y a aucun statut de véracité, ni pour l'une ni pour l'autre. En fait, on peut dire que c'est ni onde ni particule, ni corpuscule, pardon. Mais aussi, je vous ai parlé des interprétations multiples. En fait, les interprétations aussi, on ne peut pas dire qu'une interprétation d'Everett, on ne va pas dire d'Everett, mais Bernard Espagna, parce que ça c'est quand même trop exotique pour moi, on ne peut pas dire... En fait, on peut avoir plusieurs interprétations qui cohabitent, d'accord, qui sont complètement différentes, mais on ne peut dire que celle-ci est fausse parce qu'elle est contraire à l'autre, en fait. Et c'est ça un peu la leçon, je dirais, de la physique quantique, qui est d'ailleurs bien exprimée, je trouve, par une citation de Niels Bohr. Donc, je vous ai rappelé tout à l'heure que sa réponse était un peu dogmatique à Einstein, mais quand même, il a dit quelque chose de très profond, justement, c'est que l'inverse d'une vérité profonde est une autre vérité profonde. C'est beau, non ? Ouais, c'est beau. Et en fait, ça me rappelle d'ailleurs aussi Cheikh El-Alaoui, qui est un grand homme spirituel algérien du début du XXe siècle, qui disait que les choses sont définies par leur opposé. Pas définies seulement, c'est grâce à leur opposé qu'elles existent. Alors ça nous amène à accepter la multiplicité des discours qui portent sur le réel, mais au-delà du réel. Pas seulement sur notre monde réel, c'est sur les choses, dans le sens avec Shay, les choses vraiment dans le sens global. Ensuite, le fait qu'on ne puisse plus se fier à nos sens, puisque quand même la physique quantique, elle nous dit qu'on ne peut absolument, qu'on est complètement trahi quelque part par nos sens communs. On n'est plus là-dedans. Mais aussi notre logique, parce que la logique associée au sens ne nous permet même pas de saisir vraiment ce que c'est que la nature de ce réel. Finalement, ça rejoint ce que j'avais dit sur le matérialisme, notre perception immédiate des choses. Le fait qu'on ne se fie pas à ce niveau, je dirais, de réalité sensible, ça peut nous ouvrir aussi à envisager que ce qui nous paraît, par exemple, différent à ce niveau, peut être convergent à notre niveau. Comme d'ailleurs les différentes formes sous lesquelles se déploient les différentes religions. Comme par exemple, hommes et femmes. Par exemple, le masculin et le féminin, Ibn Arabi et puis d'autres mystiques les considèrent comme des contingences. C'est une différence qui est située à un certain niveau immédiat, mais qui, à notre niveau, il n'y a plus de différence, de distinction entre hommes et femmes. Donc, c'est pour ça que je considère que la perplexité offre une thérapie à l'exclusion. Le tiers exclu, c'est vraiment de l'exclusion. Et une ouverture à l'altérité. C'est pour ça que je voulais mettre cette mosaïque
qui est en quelque sorte la mosaïque, la multiplicité dans l'unicité, avec toute la symbolique d'ailleurs de l'art islamique derrière. Alors, encore pour rester dans la tradition islamique, en fait, on a toutes des ressources qui nous incitent à voir. Vraiment lui qui voulait que peut-être qu'on l'a mal aussi compris. Et pour ça, vous avez parlé tout à l'heure, vous connaissez évidemment, je pense, la majorité en tout cas, Al-Ghazali, ce dépassement de ce niveau-là de réalité immédiate, hein, je vous ai dit qu'il ne croyait pas dans la capacité des sens et de la logique à atteindre vraiment des vérités, parce que s'il avait une période de doute d'ailleurs là-dessus. Et en fait, il parle, donc on a à la fois différents niveaux de réalité, et ça ne veut pas dire qu'il faut absolument les confondre avec les niveaux de réalité de nos physiciens. Là aussi, il faut faire très attention à la confusion entre les concepts. On est dans un autre domaine, je dirais, et il parle d'un niveau situé au-delà de la raison, parce qu'il faut aussi d'autres modes de connaissance que la logique et les sens pour accéder à ce niveau-là, où se manifeste ce qui ne se manifeste pas à elle. Et cela est parfaitement, parce que ça c'est une lettre, en fait c'est le tabernacle des Lumières, parfaitement admissible, même pour un homme comme toi, attaché au monde rationnel. La science, alors là aussi c'est un mot qui a pris des sens très différents. Hein. La science, pour le Ghazali, on ne parle pas de la science moderne, mais on peut aussi attribuer la science de la nature, est au-dessus de la foi, et la connaissance intime est au-dessus de la science. Alors, je voudrais aussi continuer parce que, en fait, on a tendance, je vous ai parlé au début de modes de connaissance différents, et on a tendance, en quelque sorte, à séparer, hein, mettre des cloisons. Moi, je dis que j'aime ouvrir les portes entre l'activité philosophique, l'activité scientifique et l'activité, on va dire, les approches spirituelles. Et en fait, là aussi, je vous invite à lire le même Ali Ben Makhlouf ou Christian Jambé, la philosophie islamique. Par exemple, Christian Jambé considère Naoui parmi les philosophes. Et donc, la philosophie n'est absolument, à l'époque, en tout cas pré-cartésienne, n'est absolument pas une philosophie fondée complètement sur une rationalité, je dirais, asséchée. Elle était dans la métaphysique. D'ailleurs, comme Aristote. Sauf qu'il y avait une sorte de synthèse entre théologie et philosophie qui était très intéressante, mais aussi entre ésotérisme ou spiritualité de l'islam et philosophie. Il y a une fameuse rencontre d'ailleurs entre Ibn Arabi et Averroès, qui était, bon, je ne l'ai pas mentionné ici, mais il y a un respect mutuel qu'on voit, même s'il y a la question du oui et du non. D'ailleurs, on n'est pas dans le tiers exclu, c'est oui et non, hein, la réponse... ce sont les paradoxes apparents, comme ceux d'ailleurs dans le Coran. On a des paradoxes et on se dit mais c'est pas possible parce qu'on est complètement, on veut absolument en quelque sorte soumettre ce Coran à une logique qui n'est même plus la logique d'Avicenne, parce que la logique d'Avicenne justement, elle a intégré l'allégorie, le symbole, elle a intégré la poésie comme moyen de connaissance. C'est absolument pas une philosophie, la falsafa, donc de cette époque qui est complètement réduite à des arguments rationnels, mais la logique elle-même, elle contient énormément elle a ses méthodes, elle a ses ramifications. Et l'intellect qui maintenant réduit un concept qui est intellectuel, ça veut dire quelque chose qui est aussi de l'ordre d'un raisonnement complètement, je dirais, simplifié en quelque sorte. L'intellect, c'était un grand I. En fait, l'intellect, c'était en quelque sorte le principe suprême. Et la connaissance chez Avicenne, elle supposait qu'on ait une conjonction, parce que l'intellect, on participe, quand on pense, on participe à cet intellect. C'est la conjonction avec cet intellect qui permet l'illumination, et donc qui est salvatrice, parce que l'idée de libération était derrière. Et l'analogie de ça dans l'ésotérisme, c'est que là aussi, l'importance du symbole est très importante, mais aussi de la poésie. Puis, sans parler de la poésie de l'amour et de l'amour de la poésie. Et la connaissance ultime, elle est d'abord la voie, même si ça n'exclut pas la raison, évidemment. Là aussi, on a une participation des différents modes de connaissance, que c'est très important. Mais Al-Ghazali pense que c'est par l'inspiration qu'on peut avoir vraiment des certitudes. Et la connaissance ultime suppose qu'il n'y ait plus de dualité entre le sujet et l'objet. D'où l'idée aussi de le fana, en fait, ou la conjonction avec Dieu.
Alors, cela m'amène à mon dernier transparent. En fait, ce qui motivait à la fois, je vous ai parlé tout à l'heure donc d'une autre philosophie qui est, je dirais, le Kalem, en plus de falsafa et des austéristes comme Ibn Arabi, ce qui tendait, ce qui était complètement... En fait, il y avait deux choses qui étaient très importantes dans toutes ces démarches et doctrines qui les unissaient. C'était le tawhid, l'unicité, mais évidemment, il pouvait être perçu de différentes façons. Sauf que cela dépasse l'altérité, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de niveaux différents, et en fait, il ne s'agit pas seulement de dire que l'autre est différent, disons que j'accepte qu'il soit différent, qu'il ait une voix différente, c'est aussi prendre conscience de l'unicité sous-jacente qui nous fait que, en fait, d'ailleurs, il y a un verset que je trouve très beau, qui est coranique, que Dieu nous a créés d'une seule âme, et encore pour parler de Cheikh Al-Alabi, il interprète ça comme étant une âme qui a donné naissance à tous les êtres vivants, donc y compris les êtres humains, les animaux, les plantes, mais aussi tout le cosmos. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et donc c'est réaliser que nous sommes à d'autres niveaux, justement, nous ne sommes qu'un. Et cela, pour moi, est très important, y compris pour la crise écologique, c'est de redonner cette sacralité à la Terre, parce que, en fait, tout est vivant, il n'y a rien qui est profane, tout est sacré. Et donc, alors j'aime beaucoup d'ailleurs cette miniature qui illustre très bien cette non-séparabilité, interdépendance. Et je voudrais finir par une sainte, parce que je tiens à ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes dans mes figures, il y en a eu beaucoup, qui est là à la Dawiyak, mais il y en a encore plein d'autres mystiques, qui justement parlent de ce mode de connaissance qui est celui par la saveur. Entre l'amant et le bien-aimé, il n'y a pas de distance ni de parole que par la force du désir, ni de description que par le goût. Qui a goûté, a connu, et qui a décrit, ne l'a pas décrit. Et je vous remercie pour votre attention.